Bonjour, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour une entrevue le docteur Gilles Besnaïnou, qui est de la région parisienne et qui s'est très impliqué dans la question du Covid-19. Il est spécialiste en otorhinolaryngologie et il a également créé le 14 mars un groupe sur Facebook, une de ses initiatives, un groupe qui comporte maintenant 23 000 membres. Donc, pour vous donner une idée de l'ampleur de son influence. Et donc, nous allons passer en revue avec lui toute son expérience et qui reflète beaucoup la manière dont les médecins en France, les médecins généralistes, les médecins de ville, euh, ont géré la pandémie. Donc, bienvenue, docteur, pour cette entrevue. Bonsoir. Merci de m'avoir invité pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. Alors, peut-être la première question que je vais vous poser, elle est très, très pratique. Si quelqu'un se présente à vous avec des symptômes de COVID-19 aujourd'hui, que faites-vous? Alors, aujourd'hui, si un patient se présente à mon cabinet avec des symptômes de Covid-19, je, je fais trois choses. La première chose, je lui demande un PCR, c'est-à-dire une recherche de virus à l'intérieur de son nez comme un test biologique. Je, le, je lui prescris un traitement antibiotique à base d'azithromycine pendant 2 comprimés 500 mg par jour pendant 9 jours. Je lui prescris du zinc pour stimuler son immunité et je lui prescris de l'ultralevure qui sont des probiotiques pour améliorer sa flore intestinale. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je demande un isolement pendant 15 jours. Et j'essaye de retracer ces différents contacts dans la dernière semaine. On appelle un contact Covid-19 quelqu'un qui a été en contact avec le patient positif pendant plus que 15 minutes et à moins de 2 mètres de lui. Donc ce sont essentiellement les membres de sa famille ou les membres de son milieu professionnel. Voilà. Les trois choses que je lui demande. Et en France, donc, une fois qu'une personne se fait faire un test, là, est-ce qu'il y a aussi une implication de la santé publique pour tout ce qui est du retraçage des contacts? Alors, aujourd'hui, et seulement depuis 2, 3 semaines, depuis le déconfinement, on a deux manières de tracer les patients. La première manière, c'est sur l'application Stop Covid, qui est une application gouvernementale qui a été mise en place, qu'on télécharge et qui permet de savoir si on est en proximité de quelqu'un qui est Covid positif. Le problème de cette application, c'est que les patients qui sont Covid positifs s'inscrivent eux-mêmes sur l'application. Et les trois quarts des patients ne s'inscrivent pas. Ils ne téléchargent pas l'application, elle n'est pas obligatoire. Ce qui fait que cette application, à mon sens, sera vouée à l'échec, puisqu'il n'y a pas d'obligation de la part du patient Covid positif de s'y inscrire. Voilà, j'ai eu par exemple à mon cabinet vendredi dernier un patient Covid positif avec PCR positif. Il n'avait pas l'application. Parce que je lui ai demandé, je lui ai dit, mais c'est bizarre que vous soyez en face de moi et que mon application ne sonne pas. Il m'a dit, oui, ça m'étonne pas parce que je ne me suis pas inscrit et je ne l'ai même pas téléchargé. Donc ça, c'est la première manière de tracer les patients, qui, à mon avis, ne sera pas efficace sur la durée puisque les gens ne jouent pas le jeu. La deuxième manière, c'est les brigades Covid. Ce sont des brigades de la sécurité sociale qui, elles, sont beaucoup plus efficaces parce que dès qu'un laboratoire signale la positivité d'un résultat, il est obligé, ou du moins il est tenu,
de signaler la positivité à la sécurité sociale, donc aux instances, aux assurances sociales, à la sécurité sociale, qui, elle, va tracer, va téléphoner au patient, va l'obliger de rester 15 jours en confinement avec des coups de fil itératifs. Et si le patient n'a pas le moyen de s'isoler de manière efficace, on l'héberge dans un hôtel, on lui amène à manger tous les jours en déposant les assiettes devant les portes de l'hôtel, les portes de sa chambre. Et la sécurité sociale va se charger aussi de retracer tous les contacts de cette personne. Elle va l'interroger, lui poser des questions sur son parcours 10 jours avant, parce que vous savez qu'il faut, le patient est contagieux 3 jours avant qu'il ait des symptômes et il est le plus contagieux les 6 premiers jours après les symptômes. Donc, on va retracer qui il a rencontré dans les 10 derniers jours pour essayer de retrouver ces gens et essayer de leur faire des tests. Donc, les brigades Covid, elles, sont très efficaces. Et aujourd'hui, vous savez que l'épidémie a une tendance à la baisse très sérieuse en France. Et ces brigades Covid peuvent être, maintenant que le nombre de cas a diminué, elles peuvent être très efficaces. Et elles sont très efficaces pour bloquer les clusters. OK. Et donc là, vous avez mentionné l'exemple d'un patient qui est venu vous voir. Est-ce qu'une fois qu'une personne se fait tester positivement en France, il y a une obligation de suivre un traitement? Comment ça se passe? Non, aucune. Aucune obligation. OK. Aucune obligation de suivre des traitements. Mais aujourd'hui, un patient qui va être diagnostiqué positif par un médecin en ville va être, à mon avis, à 90% des cas traité par des antibiotiques, surtout. Maintenant aussi, les gens ont pris l'habitude de traiter aussi avec du zinc et du probiotique. Donc, si vous voulez, les médecins de ville en France ont eu une réaction par rapport au début de la maladie où ils donnaient du Doliprane. Et maintenant, les médecins de ville soignent en première ligne des patients. OK. Voilà. Mais donc, c'est la décision de la personne testée positive d'aller voir un médecin. C'est-à-dire que la personne, elle est testée positive, à mon avis, parce qu'elle a vu un médecin. Elle ne va pas spontanément au laboratoire. Parce qu'au laboratoire, on a besoin d'une ordonnance. Donc, ils sont obligés, à mon avis, de passer. Il n'y a pas de drive en France comme il y a dans d'autres pays où les gens viennent spontanément se faire tester. On ne peut faire tester en France que si on a une ordonnance et pour qu'on soit remboursé par les assurances. Donc, automatiquement, la personne qui va se tester est passée par un médecin. Et à mon avis, et je ne peux pas le dire pour tous les cas, mais en tout cas, en général, ils sont traités. Il y a un consensus, en tout cas chez les médecins de ville, pour opter pour un traitement médical d'emblée, sans attendre les complications. OK. Et quel est le suivi que vous faites en tant que médecin de ville une fois que disons que la prescription est faite? Alors, après, si vous voulez, une fois que la prescription est faite, pour les patients, on connaît les signes de gravité. En fait, la gravité du Covid, c'est les poumons. Parce que les autres signes du Covid sont des signes embêtants. Le Covid, ça touche multi-organes. Ça touche aussi bien les intestins, les yeux, la peau, les reins, les oreilles. Mais tout ça ne tue pas. Ce qui tue, c'est les poumons. Donc, ce à quoi on alerte le patient, c'est la toux et la fièvre. Donc, si vous voulez, d'emblée, on va les prévenir que si la fièvre monte de manière anormale et durable, et s'il commence à tousser, à ce moment-là, il faut qu'ils nous alertent. On voit si la forme nous paraît un peu sévère, on leur fait acheter un oxymètre. Un oxymètre, c'est un petit appareil que l'on met au doigt, je ne sais pas si vous connaissez ces appareils, et qui permet de surveiller le taux d'oxygène des patients. Et on essaye de garder au maximum les patients à domicile jusqu'à temps que le taux d'oxygène soit supérieur à 90-91.
Parce qu'on a vu que quand les patients étaient hospitalisés, malheureusement, ça se passait souvent mal. Soit parce que la forme était grave, soit parce qu'il n'y avait pas plus de traitement et qu'on était peut-être trop interventionniste. Et donc, on essaie de conserver les patients au maximum à la maison, tout en étant en sécurité avec une oxymétrie qui nous paraît tenable. Bon, bien sûr, ça dépend de l'âge, de l'hérédité. Si vous avez un insuffisant respiratoire, c'est pas la même chose que si vous avez un individu de 30 ans en bonne santé. Il faut tenir compte des différents paramètres du patient. Mais voilà la démarche. On lui demande de surveiller des éléments de gravité, qui sont la fièvre et la toux, et l'essoufflement aussi, bien sûr, parce que quand ils commencent à tousser, s'ils sont essoufflés, qu'ils cherchent leur respiration, c'est qu'ils peuvent avoir une baisse du taux d'oxygène. Voilà. Donc l'oxymétrie, c'est quelque chose que moi, au niveau de mon groupe, j'ai dû faire acheter 15 000, 20 000 oxymètres. Parce que dès le début de la pathologie, je leur ai dit, il faut que chacun ait un oxymètre à la maison, ce sera votre sécurité et ce sera votre manière de faire la différence entre une crise d'angoisse, par exemple, qui arrive à 2 heures du matin, vous avez une oppression au niveau de la poitrine, vous n'arrivez pas à respirer, vous ne savez pas si c'est psychologique parce que vous êtes très angoissé ou si c'est une vraie pathologie. Par contre, avec l'oxymètre, si vous avez 98% d'oxygène, c'est que c'est psychologique.